Ce matin, au Radio-Journal, coincés au pays des talibans, plus de 3500 Afghans attendent toujours que le Canada vole à leur secours. Après les Panama Papers, les Pandora Papers. On avait des chefs d'État qui eux-mêmes, profitaient du régime extraterritorial pour dissimuler des avoirs personnels. Une nouvelle fuite de données révèle l'ampleur des paradis fiscaux et l'armée prête à envoyer de l'aide en Alberta. Bonjour, ici Marie-Christine Bouillon. Ils ont servi de guide et d'interprète pendant des années, mais la reconnaissance tarde à venir. Plus de 3500 Afghans qui ont collaboré avec le Canada sous l'occupation sont toujours coincés à Kaboul, même s'ils sont munis d'un visa spécial. Depuis la fin des évacuations aériennes officielles il y a un mois, Ottawa a pourtant encore fait sortir près d'1 millier de détenteurs de passeports canadiens du pays conquis par les talibans. Voici les précisions de Manon Globinski. Après la fin des opérations d'évacuation à l'aéroport de Kaboul, on savait que des citoyens canadiens ou des résidents permanents et des membres de leur famille réussissaient toujours à quitter l'Afghanistan à bord de vols nolisés spéciaux à destination notamment du Qatar. 43 à bord d'un avion, 20 à bord d'un autre, selon les gazouillis même du ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau. Au total, ils sont 950 sur 1250 personnes à avoir pu partir en un mois, selon Affaires mondiales Canada. La sortie des Afghans vulnérables acceptés par le Canada parce qu'ils ont travaillé pour le gouvernement, les forces armées ou un organisme canadien est plus compliqué. Ceux qui détiennent seulement un passeport afghan n'ont pas accès à ces vols nolisés. Le Canada a commencé à les évacuer par voie terrestre. L'idée, c'est qu'ils se rendent, munis d'un visa de sortie canadien, dans un pays limitrophe, d'où ils pourront éventuellement s'envoler vers le Canada une fois leur dossier complété. Jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne qu'avec le Pakistan, mais 650 Afghans, 15% de ceux qui veulent partir, ont pu le faire de cette façon, la plupart envoyant leur visa de sortie reconnu au poste de contrôle taliban, tout comme au poste frontière pakistanais. Certains ont utilisé des passeurs. On ne sait pas si le Canada compte accélérer la cadence. Ici Manon Globinski, Radio-Canada, Montréal. Les révélations des Pandora Papers éclaboussent plus de 300 responsables politiques dans le monde entier. L'enquête met en lumière le décalage entre le discours anticorruption de certains dirigeants et leur usage de l'évasion fiscale. D'ailleurs, la plupart d'entre eux nient déjà ces dénonciations. Alexis Gacon a plus de détails. Plusieurs proches du président Vladimir Poutine, qui possèdent des richesses dissimulées dans des comptes à l'étranger, sont visés par les Pandora Papers. Le Kremlin balaie ces informations du revers de la main en affirmant qu'elles ne sont pas sérieuses. En Europe, le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, se défend d'avoir placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans pour financer l'achat d'un château dans le sud de la France. Il dénonce un complot pour lui faire perdre les prochaines élections tchèques qui ont lieu vendredi et samedi. D'ex-dirigeants sont aussi au cœur de ces informations, comme l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherry, visés pour avoir acquis un immeuble de bureau en achetant une société dans les îles Vierges, ce qui leur aurait permis d'économiser 400 000 $ d'impôts. L'Institut Tony Blair nie ces accusations sur Twitter. Pour le professeur de l'Université de Moncton, Alain Deneau, ces révélations expliquent le peu d'intérêt des dirigeants pour lutter contre l'évasion fiscale. On avait des chefs d'État qui eux-mêmes profiter du régime extraterritorial pour dissimuler des avoirs personnels. Alors, comment ensuite croire le discours public? Des Canadiens sont aussi visés par ces révélations, comme l'ancien champion de Formule 1, Jacques Villeneuve. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal. La pénurie de camionneurs s'aggrave au Royaume-Uni. Le gouvernement fait maintenant appel à l'armée pour rétablir l'approvisionnement en carburant dans les stations d'essence. Les militaires seront déployés en priorité à Londres et dans le sud-est du pays, où près d'une station-service sur 4 est à court de carburant. Ils ont été formés à remplir des réservoirs et à conduire des poids lourds afin de pallier la pénurie de main-d'œuvre. Les experts estiment qu'il manque encore environ 100 000 chauffeurs routiers aux États-Unis. COVID-19, l'armée canadienne s'apprête à envoyer de l'aide en Alberta dès aujourd'hui. La province bat des records d'hospitalisation et compte plus de 1000 cas par jour depuis des semaines. 8 infirmières pourront aller prêter main forte dans les unités de soins intensifs. Une vingtaine de travailleurs de la Croix-Rouge pourraient aussi être déployés. Au Nouveau-Brunswick, les autorités sont sur un pied d'alerte au moment où le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter. La province a enregistré près d'une centaine de nouveaux cas en 24 heures et le nombre d'hospitalisations atteint maintenant un sommet. Plusieurs patients sont aux soins intensifs, des patients qui n'étaient pas adéquatement vaccinés. Les 3/4 d'entre eux n'avaient même pas reçu leur première dose de vaccin. Voici ce qu'a préparé Sarah Derry.
Ça fait peur parce que moi j'ai un petit gars, puis j'aimerais que tout le monde pourrait participer à prendre le vaccin. L'inquiétude monte au Nouveau-Brunswick alors que la province a rapporté 655 nouveaux cas en une semaine, soit près de 200 cas de plus que la semaine précédente. En date de dimanche, 45 personnes étaient hospitalisées et 20 se trouvaient aux soins intensifs. Ce sont tous de nouveaux records que personne dans la province n'aurait voulu atteindre. Certains résidents du Grand Moncton aimeraient voir la santé publique imposer des mesures plus strictes que celles qui sont déjà en place. Je suis une étudiante à l'université, fait que c'est sûr qu'on veut pas que tout aille en ligne de nouveau, mais comme ça serait peut-être pour le mieux tout de suite. J'espère qu'on pourra diminuer les cas le plus vite possible, mais je pense qu'il faut que tout le monde mette l'effort. La médecin hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, estime que les cas dans les derniers jours peuvent être attribués à des rassemblements. Soit des groupes de chasse, soit des situations avec service de mariage, des anniversaires, des funérailles, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment important pour gérer les situations que les gens demeurent avec leurs contacts étroits proches. Le Nouveau-Brunswick se classe en 4e position parmi toutes les provinces au Canada en matière de nouveaux cas par 100 000 habitants pour les 7 derniers jours, derrière la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Moncton. L'obligation de présenter une preuve vaccinale afin d'accéder à des commerces et à des activités non essentielles entre en vigueur aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Toute personne âgée de 12 ans et plus doit donc être munie d'une version papier ou numérique d'un document qui indique qu'elle a reçu 2 doses d'un vaccin anti-COVID et d'une carte d'identité pour entrer, par exemple, au restaurant, au cinéma ou dans un centre sportif. La preuve vaccinale n'est pas exigée pour entrer dans les commerces de détail ou les établissements de soins personnels. L'île du Prince-Édouard imposera à son tour son système de preuve de vaccination à partir de demain. Les députés seront de retour à Queen's Park aujourd'hui. C'est le début de la nouvelle session parlementaire en Ontario après une pause estivale prolongée. Le gouvernement de Doug Ford a retardé la reprise des travaux parlementaires de plusieurs semaines en raison des élections fédérales, une décision critiquée par l'opposition qui y voyait une manœuvre politique pour ne pas nuire aux conservateurs d'Erin O'Toole. Mathieu Simard a plus de détails. À 8 mois du scrutin provincial, Doug Ford sort de sa tanière et relance la législature ontarienne avec une nouvelle session parlementaire. Plusieurs observateurs s'attendent à ce que la pandémie soit un des thèmes centraux du discours du trône prononcé lundi. Christine de Clercy est politologue à l'Université Western. I think Mr. Ford is going to try to use the throne speech as an opportunity to update Ontarians about where the province is currently at. Elle pense que le discours du trône permettra de faire le point sur la situation sanitaire et la relance de l'économie. Dans l'opposition, les partis espèrent que la nouvelle session sera accompagnée de dépenses substantielles. Hoping that the throne speech is going to make a complete turn in the opposite direction of where Doug Ford has been taking us. La chef néo-démocrate Andrea Horwath aimerait notamment que le premier ministre bonifie son soutien aux petites entreprises encore affaiblies en raison de la pandémie. Jusqu'ici, le gouvernement est resté très secret quant à ses priorités. Le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, est notamment resté vague lorsque questionné par les journalistes. It's an opportunity for the government to be clear about what is being done. Une source haut placée au sein du Parti progressiste conservateur prévient qu'il faudra attendre la mise à jour fiscale le 15 novembre avant de connaître les grandes orientations du gouvernement en prévision de l'élection de 2022. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. À un an des prochaines élections au Québec, le premier ministre François Legault va proroger la session parlementaire et il va en inaugurer une nouvelle le 19 octobre, selon des informations obtenues par la presse et confirmées par Radio-Canada. Les travaux parlementaires actuellement en cours se termineront à la fin de la semaine. François Legault va prononcer dans 2 semaines un discours d'ouverture qui donnera un avant-goût de ses priorités en santé et en éducation et des mesures qu'il entend mettre en place pour relancer l'économie d'ici le prochain scrutin. Et en terminant, la fiction va rejoindre la réalité pour l'acteur canadien William Shatner. L'interprète du Capitaine Kirk dans la mythique série Star Trek participera à la prochaine mission dans l'espace de la société Blue Origin, prévue pour le 12 octobre. Il s'envolera à bord de la capsule touristique mise en place par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. À 90 ans, William Shatner deviendra le doyen des visiteurs de l'espace. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. Pour plus de nouvelles et d'autres informations, consultez notre site Internet ou notre application Info. Bonne journée.